Agnieszka, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Après nous avoir parlé, puisqu'on t'avait déjà invité au moment de l'élection présidentielle, malheureusement perdue par le candidat démocrate, et emporté donc par Douda, qui n'est qu'une marionnette de Kaczynski. Ça, c'était avant les grandes vacances. Ce qu'on pouvait redouter au moment de l'élection présidentielle emportée, c'était le fait que le PiS, donc Droit et Justice, le parti du président et de Kaczynski, ils le voient ça comme un blanc-seing pour dérouler leur programme idéologique, qui combine patriarcat et vision, y compris sociale. Donc il y a l'aspect, on achète la paix sociale avec des aides dès le premier enfant, ce genre de choses. Et puis il y a un volet très idéologico-dogmatique, avec que les femmes polonaises subissent de plein fouet, puisque déjà lors du premier confinement, et donc avant les élections, il y avait eu une première tentative de remise en cause de l'avortement. Euh, je te laisse tout de suite la parole pour que tu nous fasses un peu le résumé de la situation, j'ai envie de dire, puisque les, les forces politiques sont en relais de ce que toi, tu avais déjà pointé dès le départ, c'est-à-dire le mouvement des femmes, en disant là, il y a quelque chose à suivre, c'est très fort. Je te laisse la parole, vas-y, explique-nous. Oui, donc je vais essayer de résumer la situation très rapidement et j'invite aussi Anna Geniska qui est avec nous à se joindre à moi si elle a quelque chose pour compléter. Comme vous le savez peut-être, depuis 22 octobre, il y a en Pologne des manifestations. Il y a en Pologne des manifestations qui ont été initiées conduit de facto euh, à délégaliser, presque à délégaliser l'avortement en Pologne, puisque jusqu'à présent, l'avortement était légal, l'accès à l'avortement était légal que dans 3 cas. Donc, il s'agirait aujourd'hui d'invalider une de ces 3 exceptions. Euh, et donc, le 22 octobre, les femmes polonaises sont sorties dans la rue pour protester. Mais il faut dire que ce n'est pas, donc comme tu as déjà dit, ce n'est pas la première tentative. Pendant le confinement, il y a eu une autre tentative pour restreindre l'accès à l'avortement, mais tout ça a commencé bien plus tôt, manifeste depuis très activement et massivement depuis 2016 contre ces avortements. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça fait alors les femmes ont commencé à manifester le 22 octobre et ensuite elles ont il y a non seulement des organisations féministes qui sont sorties dans la rue, mais elles ont été épaulées aussi par des hommes et d'autres groupes sociaux. Une manifestation, c'est-à-dire autour du 22 octobre, mercredi, la police a été très violente. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à Varsovie, les manifestants ont été encerclés par la police et sans la possibilité de
même temps, à Varsovie, il y a eu des provocateurs, c'était des policiers en civil qui ont commencé à frapper les manifestants avec des matraques télescopiques. Et, et donc, ces violences excuse-moi, j'ai été un peu déstabilisée par la question, mais peut-être que je vais répondre à des questions plus tard. Euh, et, euh, et donc, la question est maintenant une escalade de la violence. Oui, on a vu passer des images de tabassage en règle, des choses auxquelles malheureusement nous sommes habitués, mais qui ne Oui. sont pas du tout habituelles dans les rues de Varsovie, quoi. C'est un peu. Alors, le problème, c'est qu'à force de regarder la manière dont il y a eu les manifs chez les voisins bélarusses, et de voir qu'il y a une lente glissade que ce soit dans le contrôle médiatique et dans jusqu'à présent, c'est la société polonaise, enfin, depuis le retour de la démocratie, les manifestations ont toujours été très très bon enfant, ou en tout cas il y avait pas du tout ce caractère répressif dur avec où et il pouvait y avoir des manifs de plus de 100 000 personnes. Je me souviens, moi, des manifs pour la défense de la Constitution, où tu avais des cortèges gigantesques avec drapeau polonais, drapeau européen ensemble, coupant quasiment Varsovie en deux, tellement il y avait du monde. Et tout ça se passant sans un heurt, sans rien. Et vas-y. Excuse-moi, sauf le 7 août, lorsque Margot, cette activiste LGBT, a été arrêtée, où la police s'est montrée également très très violente. Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai Oui, coupé oui, parce mais que tu as raison, tu as raison qu'en France on est un peu plus habitué à ça et en Pologne, donc à part le jour où Margot a été arrêtée, où la police a été effectivement très brutale et où il y a eu des arrestations enfin de plusieurs dizaines de personnes par la police. La police, c'est plutôt, il n'y a pas eu de comportement de ce type. Donc là, il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des gens qui ont été frappés. Enfin, et on se demande si ça va continuer en ce sens. Et les deux organisatrices donc les deux initiatrices des manifestations, Marta Lempart et Klementyna Suchanow, pensent malheureusement qu'il y aura une escalade de la violence. Il faut dire que ce qui est spécifique pour ces manifestations, c'est que elles sont très jeunes, puisque la majorité des manifestants a entre 15 et 30 ans, et qu'elles se déroulent aussi bien dans les grandes villes que dans les villes moyennes et petites. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Elles sont très très bien suivies depuis un mois et aujourd'hui on prévoit de nouveau une manifestation à Varsovie, mais aussi dans d'autres villes partout en Pologne. Est-ce qu'on on peut dire ces attaques répétées sont en train de fragiliser la position qui jusqu'à présent était à peu près consensuelle autour de la place de l'Église dans la société, dans la place de la société, et que là, il y a une espèce de saturation en disant
et des choses que l'Europe occidentale ont vécues à l'égard du Vatican et de l'Église d'une manière générale, il y a une déconnexion de l'Église par rapport aux aspirations sociétales de la société, sur la place de la femme, sur l'usage des préservatifs, ce genre de choses, et où la position extrêmement dogmatique de l'Église avait fait qu'il y avait tout un basculement de la société occidentale en disant bon ouais, c'est pas possible quoi. Et dans l'affaire, on a le sentiment, mais peut-être que je me trompe, Anna Zielinska est en train de nous mettre des éléments de compréhension. Hein. Exactement dans le sens de ce que vous venez de dire, et vous avez absolument raison, Alexandre. Donc, Agnieszka Graf, qui est une féministe polonaise très, très connue, a fait le même constat. Elle a dit notamment que quelque chose s'est cassé, qu'il y a eu un débordement justement ces derniers jours. Un certain compromis a été annulé en Pologne. Et quand on parle du compromis dans le contexte qui est le nôtre, le compromis signifie ici évidemment le compromis de l'avortement de 1993. Traditionnellement, cette loi est qualifiée de loi de compromis parce que ce n'était pas une loi entièrement prohibitive. Elle laissait quelques possibilités d'interrompre la grossesse, mais quand même, c'était une loi qui était largement influencée par l'Église. Évidemment, ce n'était pas du tout un compromis, c'était clairement une victoire de l'option catholique. Mais donc ici, Agnieszka Graf joue avec cette expression, cette notion de compromis. Elle nous dit que le compromis qui vient d'être rompu, ce n'est pas le compromis sur l'avortement, qui était une fiction, mais c'est un compromis systémique beaucoup plus large. Il y a bien un grand compromis entre l'État et l'Église, celui sur lequel reposait l'ordre de la Troisième République en Pologne et l'identité du pays après 1989. Et c'est bien ce compromis-là qui voit sa fin, effectivement. Aussi parce que tout simplement les gens qui protestent aujourd'hui, comme Agnieszka l'a noté, ce sont des gens qui n'ont pas vécu consciemment l'année 1989, qui était aussi un moment dans l'histoire polonaise où on avait l'impression que c'était enfin l'Église qui va pouvoir avoir toute sa voix. Et le 89 a été vécu pour beaucoup comme l'ouverture triomphale et positive dans ce contexte de la scène pour une vie religieuse ouverte, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important et nouveau qui se passe, donc vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cette position de l'Église au sein de la culture polonaise, au sein de la société polonaise, elle a commencé à s'éroder déjà plus tôt. Et le fait qu'elle est en train que l'institution est en train de perdre sa crédibilité est lié aussi au scandale de pédophilie au sein de l'Église. Et dont on continue à parler, enfin, dont on a commencé à parler il y a un certain temps, mais il y a des nouvelles révélations qui ont été rendues publiques, notamment pendant les manifestations où on voit un des collaborateurs les plus proches du pape, Jean-Paul II, on comprend qu'il était au courant de ces scandales, au courant de la pédophilie dans l'Église et qu'il faisait tout avec Jean-Paul II pour étouffer ces scandales. Donc, effectivement, l'Église est en train de perdre sa position privilégiée en Pologne. Là, si j'ai bien tout suivi, le tribunal constitutionnel, la Cour constitutionnelle a invalidé un des trois motifs qui restait
à la chose. Le gouvernement a pris peur face aux manifestations qui sont monstres, et pas que à Varsovie, mais dans tout pays, qui fait qu'ils ont rétro-pédalé en disant que finalement il y avait eu donc une suspension de leur de la loi qui remettait en cause un des Oui, je ne sais pas si on peut, enfin une suspension parce que la décision n'a pas été publiée dans le journal officiel, mais d'après d'après les députés de la gauche, c'est une stratégie pour attendre, pour voir pour attendre que les manifestations s'essoufflent. Mais il faut dire aussi que aujourd'hui, le gouvernement polonais est dans une situation difficile aussi parce que il y a la question des financements européens. Et donc, d'un côté, il y a des manifestations qui continuent. Là, les entrepreneurs viennent de menacer récemment le gouvernement d'une grève générale aussi, puisqu'ils n'ont pas été soutenus financièrement, ou sinon très peu pendant le confinement, pendant tous ces mois de la crise sanitaire. Donc, ils menacent le gouvernement de la grève générale. Marta Lempart et Klementina Suchanov disent bien qu'elles sont prêtes à continuer à manifester jusqu'à ce que le gouvernement démissionne. En Pologne, tout le monde sait que la situation dans les hôpitaux notamment est catastrophique, mais aussi la situation économique, et que la Pologne a besoin de cet argent européen, que la Pologne a besoin de ces financements. Et de l'autre côté, on entend des voix de la part des institutions de l'Union européenne où on dit que, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais on dit que si la Pologne et la Hongrie continuent à opposer leur veto, ils ont toujours la possibilité de quitter l'Union européenne. Donc il y a aussi cet élément qui entre en jeu. En fait, moi, je trouve ça un petit peu fou. Hein. Alors, moi, j'ai été mariée avec un Polonais, donc je connais un petit peu. Et c'est vrai que quand on regarde, finalement, c'est presque archaïque pour nous parce que la femme ait besoin de se justifier pour un avortement, que là, on lui remet en cause une des possibilités d'échéance d'avortement, alors que maintenant la Pologne est en Europe. Est-ce que la jeunesse va pouvoir continuer à vivre dans un pays qui n'avance pas finalement, et pourquoi le gouvernement du coup ne se dit pas bon ben alors ok, on perd des adhésions religieuses, notre gouvernement va certainement changer de voie, en fait, sortir complètement de l'Église. Pourquoi on ne change pas de cap, quoi? Moi, j'ai du mal à comprendre la Pologne, là, pour le coup, en ce moment. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils prennent... qui prennent ce pas lâche. Enfin, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus pas modernes par rapport à la Hongrie, mais si, quand même. C'est vrai que je suis un petit peu... voilà. Je pense que, là pour le coup, je pense que vous n'êtes pas la seule. Hein. Je crois que nous sommes... Ouais, je suis... moi qui connais beaucoup de Polonais, même en France, je comprends pas ce qui se passe, en fait. Vraiment. Oui, mais voilà. on tous vraiment... Il y a un moment où on a tous l'impression qu'on manque d'outils parce que la radicalité de ce qui se passe, moi, me dépasse beaucoup. C'est-à-dire, jusqu'à très récemment, on avait l'impression que Kaczynski savait ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il y avait une logique derrière. On pouvait ne pas être d'accord, mais il y avait une logique, une cohérence derrière. Là, cette cohérence est complètement brisée. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Et donc, sachez que vous n'êtes pas la seule. Moi, je pense qu'ils sont... on peut comprendre leur logique au sens où ils veulent garder le pouvoir, tout simplement. Ils veulent garder le pouvoir et
il faut savoir aussi qu'il y a Kaczynski, parce qu'on continue à parler de Kaczynski comme de la personne qui décide de tout en Pologne, et c'est en partie vrai, mais il y a aussi son concurrent qui est très puissant et très menaçant, pour moi beaucoup plus menaçant que Kaczynski, qui est vieux et qui, on voit qu'il ne maîtrise pas tout, son état de santé se dégrade. Et c'est son concurrent, le ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, qui est pour moi beaucoup plus dangereux et qui, lui, est très proche de toutes les organisations extrémistes, d'extrémistes religieux, fondamentalistes, et tout simplement restreindre les droits des femmes, restreindre les droits des personnes LGBT, leur permettre de garder le pouvoir. Les femmes sont les électeurs les plus progressistes en Pologne. Donc, je pense qu'il y a il faut prendre en considération le fait que, en plus du PiS ou de la droite en Pologne, il y a un autre acteur aussi, c'est donc les organisations d'extrémistes religieux qui sont très puissantes et qui ont beaucoup d'argent et continuent à influencer la vie politique en Pologne. En ce qui concerne mais maintenant, il ne faut pas confondre ce que fait aujourd'hui le gouvernement polonais ou ce que fait le PiS ou la droite en Pologne avec la société polonaise, puisque vous voyez que la société polonaise est très divisée et 70% de la population polonaise soutient les manifestations en Pologne. 70%, c'est beaucoup, et que, comme je viens de le dire, les manifestations continuent depuis un mois. Donc, l'opposition à ce que fait ce gouvernement est quand même très forte. Oui, justement, le truc, c'est ça, c'est qu'à une lecture, entre guillemets, pessimiste, est-ce que ça reste de saison de garder une espèce d'attachement, enfin d'optimisme malgré tout, dans le sens où que ce soit par les manifs autour de l'ordre constitutionnel, autour de la défense de la presse, là aujourd'hui sur l'accès à l'avortement, et d'ailleurs dans le fait que c'est pas que la ligne de défense, c'est l'attaque, et en gros, si j'ai bien tout vu, c'était de dire bon bah ok, alors on reparle de droit à l'avortement, bah nous on veut l'alignement sur les normes européennes, c'est-à-dire 18 semaines, parce qu'il n'y a pas de raison que la femme polonaise soit à l'égard très éloignée du standard des autres européennes. Et donc, il y a aussi cet aspect-là. Et donc, on peut, voilà, il y a du répondant. La question, c'est où sont les dynamiques? Est-ce qu'elles sont sur cet agenda réactionnaire qui se déroule, ou est-ce qu'il se déroule, on a envie de dire, en bout de souffle? C'est pas tout à fait une queue de comète, mais ça reste quelque chose qui va vers ou est-ce que ou est-ce que on est sur la continuation d'une dynamique qu'on a vue aux Pays-Bas, qu'on voit à l'œuvre en Russie ou autre. Anya, tu diras, enfin, tu diras aussi ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que, enfin, c'est très difficile à dire, à imaginer ce qui pourrait se passer. D'un côté, j'ai envie de croire que
ce qui est en train de se passer en Pologne, enfin, je suis persuadée que ce qui est en train de se passer maintenant en Pologne, c'est quelque chose de très puissant. Il s'agit vraiment d'une révolution en sens où quelque chose a changé dans la perception des gens. Et ça, c'est vraiment très, très important. De l'autre côté, je pense qu'il faut que l'Europe prenne vraiment cette menace d'organisation d'extrémistes religieux au sérieux, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas fait, qu'on a l'impression toujours que puisqu'il s'agit de l'avortement, c'est un sujet qui concerne les femmes, ce qui est faux. C'est un sujet, je pense qu'on a toujours tendance à croire que c'est un sujet secondaire, puis de toute façon, c'est un problème qui ne peut concerner que des pays aussi conservateurs et aussi obscurantistes comme la Pologne ou je ne sais pas, ou d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est. Mais je pense que cette menace est vraiment réelle et qu'il y a beaucoup d'argent qui est engagé justement pour la lutte contre les droits des femmes et contre les droits des personnes LGBT, aussi bien de la part des conservateurs américains que de la part du Kremlin et des oligarques russes. Et enfin, des recherches ont été faites, des enquêtes ont été faites. Ce ne sont pas la menace est réelle. Donc, je pense que ça dépend beaucoup du soutien européen. Vas-y. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que plus, en fait, on va dire que l'Europe se concrétise citoyennement et plus les pays conservateurs, en fait, se retranchent vers leurs idéaux religieux, économiques et, on va dire, stratégiquement. Enfin, tu vois, tu parles de la Russie, tu parles des États-Unis, mais finalement, ils se concertent beaucoup. C'est des réseaux quand même. Donc, ça veut dire que tu es en train de nous dire qu'ils se servent de leurs dernières armes, en fait, pour dresser un peu leur pays et garder le plus possible d'histoire, on va dire, de leur pays. C'est ça que tu es en train de… Non, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, il y a eu une initiative à l'égard de l'organisation Ordo Iuris. Ordo Iuris, c'est une de ces organisations en Pologne qui lutte contre les droits des femmes et contre les droits des personnes LGBT et qui est derrière toutes ces lois. Et donc, il y a eu une initiative qui a été menée par les militantes féministes polonaises qui habitent à Bruxelles, notamment par l'organisation Elles sans frontières, justement pour informer les institutions européennes de l'activité, enfin de la menace que constitue l'activité de cette organisation Ordo Iuris. Et donc, ce qu'elles ont réussi à faire jusqu'à présent, c'est que cette organisation avait aussi, elle a bien sûr son siège en Pologne, mais elle avait aussi son siège à Bruxelles pour pouvoir faire du lobbying au sein des institutions européennes. Et donc, ce qu'elles ont réussi à faire jusqu'à présent, récemment, c'est de faire en sorte que l'institution qui leur louait leurs locaux leur a dit de partir. Elle a rompu les contrats de location, elle leur a dit de partir. Donc ça, c'est déjà très important. Mais ensuite, elles sont en train de travailler aussi en sorte à ce que l'action de cette organisation soit mieux connue par les institutions européennes. Et je pense que c'est ce type d'action qui devrait être, dont on devrait parler beaucoup plus en dehors de la Pologne, parce qu'en Pologne, on en parle beaucoup, on est maintenant conscient de ces menaces, mais il faudrait en parler aussi à l'extérieur de la Pologne et faire plus
pour que ces organisations ne puissent pas agir comme elles peuvent le faire maintenant. Pas seulement en Pologne, mais aussi dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Des réseaux, un dialogue entre les extrêmes droites, en fait, ou les mouvements les plus radicaux, c'est pas quelque chose malheureusement de nouveau, parce que ce dialogue entre les formations les plus nationalistes et xénophobes et ou religieuses, moi j'avais repéré ça, c'était en 2013 à Saint-Pétersbourg, où il y avait eu un grand rassemblement de tous les extrêmes droites à l'instigation de Rodina. Et on voit bien qu'il y a, voilà, par-delà les officielles animosités entre les nationalistes, il y a une espèce d'internationale brune qui existe et où il y a des échanges de pratiques ou de mots d'ordre qui sont ensuite adaptés. Est-ce qu'on peut dire ça aussi de la Pologne? L'extrême droite en Pologne, elle est diverse. Donc, il y a évidemment ces mini-réseaux dont Ordo Iuris, mais je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi leur message est attractif aux yeux des Polonais qui pensent qu'il y a quelque chose d'important ici. Je pense qu'il y a une crise de la non-reconnaissance en Pologne qui est évidemment exploitée par des gens qui normalement à ce stade devraient rester marginaux, mais ils ne le sont pas à cause d'une situation vraiment assez exceptionnelle au sommet de l'État. Je pense que, de nouveau, le comportement relativement logique du parti au pouvoir pendant quelques années, un comportement classique du parti conservateur, a changé. Donc, il y a quelque chose qui a été rompu au niveau d'une suite logique des idées. Et ça, je pense que Agnieszka a tout à fait raison, en insistant sur les conflits avec certains autres représentants de la droite, entre Kaczynski et l'autre droite. Mais du coup, on est vraiment là dans une situation exceptionnelle qui ne va pas durer, d'un chaos absolu. La malchance dans cette histoire, c'est que les élections parlementaires n'ont lieu que dans 3 ans. Je pense que si les élections avaient lieu d'ici 1 an, ce serait vraiment 10 fois plus facile. Maintenant, on va vivre dans une espèce d'abîme, la Pologne va vivre dans une espèce d'abîme juridique. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avec cette loi qui n'a toujours pas été donc promulguée, c'est-à-dire pas une loi, mais oui, avec cette décision du tribunal. Donc, en un sens, moi, je suis presque contente de cette décision parce qu'elle a provoqué quelque chose de vraiment formidable. Mais elle ne vient pas à un bon moment, elle vient à un moment où les vrais changements sociaux sont très délicats à faire, d'une part à cause de la crise sanitaire, évidemment, donc, et d'autre part parce que les élections sont vraiment très éloignées dans le temps. Là, le contexte de la crise sanitaire, mais ça c'est pas surprenant, évidemment, on s'y attendait. Le discours politique est tel qu'on suggère que les manifestations qui ont eu lieu lors de ces dernières semaines sont la cause principale de la situation sanitaire au pays, qui est une situation absolument tragique. Actuellement, la Pologne, effectivement, gagne en ce qui concerne les nouvelles contaminations, tout comme elle était épargnée par la première vague du Covid. Actuellement, elle souffre le plus en Europe. Elle ne souffre pas encore le plus, mais en ce qui concerne les nouvelles contaminations, elle est sans doute la plus rapide et la plus inquiétante. Donc, cette situation concrète, effectivement, me rend un tout petit peu impatiente. Mais sinon, au sens profond, sur une longue durée, je suis assez optimiste. Mais je pense qu'il y a encore une question qu'il faut se poser, c'est que donc on est en train plusieurs partis sont notamment à gauche, plusieurs partis sont en train de proposer évidemment une nouvelle loi, ils sont en train d'élaborer une nouvelle proposition de loi. C'est très bien. En revanche, c'est fait de façon qui va être vraiment très, très difficile parce que ça se fait dans l'ambiance de l'hostilité. Je ne vois pas comment on pourra faire passer une loi aussi importante pour une nation
dans une ambiance d'hostilité. Ce n'était pas le cas en France, ce n'était pas le cas même en Irlande, il y avait plutôt un consensus vraiment national large. Aujourd'hui, on est dans un contexte de guerre de guerre symbolique autour de l'avortement. Et il faut que la gauche aussi, mais bon, là c'est trop tôt, parce qu'il y a cette violence, c'est-à-dire cette colère qui est liée en manifestation qui est toujours vivante. Mais il va falloir que la gauche fasse un effort pour que cette loi ne soit pas vécue comme une agression, mais comme une solution à un problème social et sanitaire, problème de santé publique, et non pas comme une attaque à l'Église, parce que si c'est vécu uniquement comme ça ne va pas passer. Ok. Merci Anna de ces éclairages et on te laisse retrouver tes étudiants au Merci beaucoup. UCL. Et on poursuit la discussion avec Agnieszka. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une espèce de hiatus entre une population et un mouvement social qui n'arrive pas à avoir son débouché politique? Parce que c'est un peu ce que on entend en filigrane du propos d'Anna, c'est-à-dire il y a une population qui dit là, cette politique-là, on n'en veut pas, mais un corps électoral qui, aux dernières présidentielles, a donné le résultat qui est celui de remettre en selle les mêmes, d'avoir reconduit Douda voilà, et donc d'avoir une situation politique bloquée. Oui, mais tu as raison. Mais tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que il faut se rappeler que ces élections se sont quand même déroulées dans des conditions très particulières. Parce que c'était déjà... donc, les élections devaient initialement avoir lieu en mai. Mais c'était un moment où le nombre de malades augmentait rapidement, etc. Et finalement, on a décidé, même si les pistes poussaient à ce que ces élections se déroulent en mai, on a décidé de les ajourner. Et finalement, elles se sont déroulées en août. Mais puisque c'était en situation de la crise sanitaire, il y avait en réalité qu'un seul candidat qui a vraiment pu faire campagne, c'était Andrzej Duda. Parce que il n'y a que lui qui a pu continuer à sillonner les pays en faisant campagne publicitaire. À l'époque, c'était encore les vacances, on ne ressentait pas, en même temps, on ne ressentait pas trop l'impact de la pandémie comme on peut le ressentir aujourd'hui. Et les gens continuaient à bénéficier encore de ces allocations sociales dont tu as parlé. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours à bénéficier de ces allocations sociales, notamment pour les familles, où il y a aussi des retraités qui ont reçu un mois de retraite supplémentaire. On a augmenté, peu avant les élections, on a augmenté les salaires minimums. Donc, tout ça a aussi joué son rôle. Mais aujourd'hui, la situation est très différente. Enfin, et il faut savoir aussi que si Duda a gagné les élections, la différence entre lui et les candidats progressistes était quand même minime. Tu vois, je pense que c'était environ 400 000 voix. Donc, je ne sais, si ces élections s'étaient déroulées dans des conditions normales, c'est-à-dire si tout le monde pouvait faire campagne, est-ce que les résultats auraient été différents? Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les Polonais sont fatigués par leur classe politique, qu'elle soit progressiste déjà, enfin, il y a très peu d'hommes politiques progressistes en Pologne. Je ne sais pas, on les compte sur les bouts des doigts, mais quel que soit le parti, la société polonaise est vraiment très fatiguée de sa classe politique. Et donc, aussi par la gauche, il y a finalement très peu de confiance envers la gauche, même envers Biedroń. Enfin, les seuls, je pense, qui bénéficient d'un peu de crédit, ce sont les députés femmes de la gauche. Parce que ce sont elles qui descendent manifester,
Ce sont elles qui défendent les manifestants. Ce sont elles qui vont en prison pour voir ce qui se passe avec les manifestants parce qu'elles ont, avec leur immunité, voilà. Donc, je pense que ce sont les seules. Donc, tout ça fait que, comme tu dis, il y a un problème avec la classe politique. Alors, ce que la grève générale des femmes propose, alors elles ont fondé ce qu'elles appellent un conseil d'experts en s'inspirant du modèle biélorusse. Et ces conseils d'experts, elles ont invité environ 300 personnes. Et ces conseils d'experts est en train de travailler sur les sujets que elle et la rue considèrent comme les plus importants. Donc, parmi ces postulats, il y a la légalisation de l'avortement, la séparation de l'Église et de l'État, le retrait du catéchisme des écoles, la réforme de l'éducation. Enfin, il y a plusieurs postulats importants comme ça. La plénitude des droits pour les femmes, pour les LGBT, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de postulats comme ça. Et il y a environ 300 experts qui ont déjà formé des groupes de travail et qui sont en train de travailler sur des solutions. Et donc, ce que Marta Lempart a dit récemment, parce qu'on on a demandé plusieurs fois, parce que pour moi, Marta Lempart, c'est une leaduse née. C'est elle qui aurait dû se présenter pas Rafał Trzaskowski, mais elle. Enfin, c'est elle qui est ce leader charismatique. Juste une insight, Trzaskowski, le maire de Varsovie du PPE. Voilà, c'est elle qui réussit à faire sortir des milliers de personnes dans la rue. C'est elle qui est vraiment une personne crédible et fiable. Et, voilà, donc, mais elle continue à répéter qu'elle n'a pas envie de... elle dit, je n'ai pas envie de faire de la politique, ce qui est bizarre parce qu'elle fait de la politique même si elle n'est pas au Parlement, ni... Voilà. Mais elle continue à répéter ça. Enfin, je pense qu'elle veut dire qu'elle n'a pas envie de se présenter aux élections législatives dans 3 ans. Elle a essayé de se présenter aux dernières élections législatives, mais elle a renoncé parce qu'elle a demandé à ce que, avec la gauche, en fait, la gauche unie, mais elle a demandé à ce que on lui donne une des premières places sur la liste des candidats et à ce que la liste des candidats soit faite selon les règles de la parité alternée, c'est-à-dire homme-femme, homme-femme. Et la gauche a refusé. Et donc, elle a dit que si la gauche refusait de lui donner une des premières places, alors que la gauche avait gagné des électeurs grâce aux manifestations des femmes et grâce à la lutte des femmes, elle avait raison, alors elle s'est retirée. Donc là, elle continue à dire qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut pas se présenter. Klementina Suhanov, qui est une autre, donc elle ne se considère pas comme chef du mouvement, elle se considère comme initiatrice du mouvement. Non, elle non plus. Elle dit qu'elles sont là pour écouter la rue, pour initier des actions, voilà. Mais leur action s'arrête là. Mais Marta Lempart a dit récemment que peut-être que le gouvernement, si on forme le nouveau gouvernement, parce qu'elle dit on va continuer à manifester jusqu'à ce que ce gouvernement démissionne, si on forme le nouveau gouvernement, peut-être qu'il faudrait qu'il soit composé d'experts et pas de politiciens. D'accord. Donc, en fait, on a glissé d'un premier mouvement thématique, j'ai envie de dire, sur quelque chose de beaucoup plus large. Parce que c'était ce qu'il y avait déjà en filigrane. C'est-à-dire, suite à la répression de la manif du 30 octobre, on sent qu'on est sur un mouvement de contestation qui, parce qu'il est en but à... Alors, provocation, pas provocation, en tout cas le gouvernement n'en veut pas, donc il trouve les moyens de radicaliser le truc.
Et aujourd'hui, la, la revendication, elle a bougé, elle s'est élargie de ce que j'entends. Mais tu sais, ce n'est pas aujourd'hui, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que la grève générale des femmes, la séparation de l'Église et de l'État, la libération de l'avortement, les retraits du catéchisme des écoles, le droit de l'État des droits pour tous, ça c'était leur postulat depuis le début. Et aux dernières élections législatives, elles ont appelé aux personnes qui se portaient candidates de signer la liste de leurs postulats et de dire que lorsqu'elles deviendraient députées, elles allaient faire tout leur possible pour que ces postulats soient réalisés. Et il y a 80 candidates, femmes, uniquement des femmes, de la gauche et de la plateforme Une plateforme civique. civique qui ont signé ces postulats. 80 candidates, uniquement des femmes. Mais elles ont toujours porté ces postulats. Et ce n'est pas nouveau. Seulement, ce qui change maintenant, c'est que, par exemple, avec les entrepreneurs, quand j'ai entendu donc, l'appel des entrepreneurs, ils n'étaient pas en train de dire on se joint aux femmes parce qu'on considère que leur lutte est juste et que l'avortement, etc. Non, ils avaient plutôt l'air de dire on se joint aux femmes parce que ces gouvernements va nous ruiner, on n'a plus rien à manger, nos hôtels sont fermés, nos machins, tu vois. Mais il y a tellement de groupes sociaux qui sont aujourd'hui en colère contre le gouvernement que ça peut peut-être que ça peut encore plus alimenter ces mouvements de contestation. Politique fiction, la probabilité d'une chute du gouvernement, tu l'estimes à combien? Tu vois, je ne sais pas du tout parce que regarde, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils peuvent démissionner? C'est difficile parce qu'il y en a, je suis désolée, mais il y en a qui sont fous. Donc, Oui, non, mais il y a des parallélismes. Hein, c'est pas pour rien que avec les Polonais sont la à peu près violence. aussi américanophiles qu'eux, et il y a ce genre de choses. Oui, Trump, oui, ouais. Non, mais c'est difficile à les imaginer en train de dire bon, d'accord, on va partir si c'est comme ça. Mais il y a plusieurs choses parce qu'il y a donc les manifestations qui risquent d'être encore plus importantes malgré la violence de la police. Il y a la pression de l'Union européenne et j'espère qu'elle va être conséquente. Et j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait, en français, il y avait un article comme quoi 57% des Polonais soutenaient le veto de leur gouvernement. C'est faux. C'est absolument faux. Et le Gazeta Wyborcza l'a démenti parce en montrant que les questions qui étaient posées pouvaient être interprétées d'une façon Ambivalente, ambiguë, de ambivalente, façon à... etc. Et, voilà, et que ce n'était pas du tout fiable. Donc, s'il y a d'un côté les manifestations, de l'autre côté l'Union européenne qui est ferme sur le fait que soit il respecte l'état de droit, ouais, voilà. Et d'un autre côté, oui, d'un autre côté, il y a effectivement la situation financière de l'État polonais les caisses sont vides, donc ils ont besoin de cet argent. Donc on peut imaginer que... Oui, donc, ouais. Et donc ça veut dire que pour... Et ça veut dire que pour les Européens qui ne sont pas en Pologne, il y a un travail qui est possible, qui est celui de maintenir la pression sur les perspectives financières, dans la discussion sur la perspective financière, sur la conditionnalité de l'accès au crédit par le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux, parce que c'est cet élément-là que les Orban et Kaczynski refusent et se campent sur un veto en disant ah bah non, mais nous on veut pouvoir récupérer l'argent, mais globalement faire ce qu'on veut avec.
Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais Shurka, juste une chose, parce que j'ai lu aujourd'hui que pour que la Pologne quitte l'Union européenne, il suffit d'un vote à majorité simple au Parlement. Mais Donc, l'article 7 article 7, en tout cas, la possibilité pour un État membre de quitter l'Union, elle existe parfaitement. C'était une disposition qui avait été introduite au moment du débat sur euh, le traité constituant, qui était pour faire pièce justement à des Mečiar, Václav Klaus et tous ces leaders qui expliquaient que l'Union européenne c'était l'Union soviétique et que une fois que tu signais, tu ne pouvais plus en sortir. La réponse de ceux qui se battent en faveur de l'intégration de l'Union européenne, c'était de dire, bah, écoute, non, non, d'ailleurs, on va mettre les dispositions pour faire la démonstration que non, ce n'est pas l'Union soviétique. On peut sortir. En revanche, ce qu'il n'y a pas dans le droit de l'Union, d'ailleurs, c'est le fait de virer un État. On ne peut pas on peut pas les faire. on peut pas le Mais, mettre dehors. En revanche, dans les dispositions, il y a le fait de geler la voix au Conseil. Enfin, il y a toute une série ouais. d'instruments autres qui sont des signaux très puissants qui disent bah, là, ça ne correspond plus au contrat initial que tout le monde a signé et sur lequel on est d'accord, un socle commun de valeurs, et que donc, à partir du moment où il y a un ou deux ou autant d'États d'ailleurs qui ne dérogeraient ou ne respecteraient plus les règles, dès lors, ils sont invités, enfin, ils ne sont pas invités, on gèle le droit de vote et ou derrière l'arme financière. C'est l'arme financière là dans la discussion sur les. D'ailleurs, c'est même pas enfin, la menace. De fait, on est un truc un peu à fond renversé, puisque de fait, c'est ceux qui dérogent, qui disent on veut l'argent, mais on veut pas les règles, on veut pas les valeurs. Tu sais ce que je voulais te dire, parce que je voulais te dire qu'on n'avait bien sûr pas que la Pologne quitte l'Union européenne. On n'avait pas que la Pologne quitte l'Union européenne. Les Polonais ne les veulent pas, tu vois. Enfin, la majorité des Polonais. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très inquiétant, c'est que comme le PiS a toujours la majorité au Parlement et que parmi les personnes qui... Enfin, certains sont assez fous voilà, pour dire, puisque c'est comme ça, on va quitter l'Union européenne, ça pourrait être voté en une nuit, sans consulter les Polonais par référendum, par exemple. C'est ce que j'ai Sauf que entendu dire. oui, ça constituerait une bombe politique énorme. Mais ben, ça, c'est à suivre avec beaucoup d'attention. Après, derrière, ça veut dire sortir de l'Union. On le voit, enfin, le débat avec les Britanniques montre combien tout ça est cataclysmique Oui, mais pour une est-ce que... société. Ouais. Mais je pense que d'un côté, il faut aider les femmes et il faut soutenir les femmes en Pologne. On peut les soutenir financièrement aussi, parce que il y a plusieurs manières de les soutenir. Il faut faire pression sur la Pologne pour qu'elle respecte l'état de droit et il faut que l'Europe considère avec sérieux la menace de la part de ces organisations d'extrémistes religieux, parce que ça existe et ce n'est pas, enfin, on peut trouver une littérature abondante sur Internet au sujet de ces organisations qui conservent des millions de dollars pour restreindre les droits des femmes et des personnes LGBT. Ok, on en reste là.
Si tu as, comme à chaque fois, l'idée c'est quand même d'avoir une déclinaison pratique. Donc, conseil de lecture ou site internet. Tu parlais de, on peut aider financièrement, machin. Je peux t'envoyer parce qu'il y a l'association de défense de la démocratie en Pologne a créé tu sais, une sorte où on peut contribuer financièrement sur Internet. Donc, je peux vous envoyer le lien Voilà. pour la grève des femmes, pour la presse indépendante en Pologne, pour la fanfare des femmes qui traversent la rue de Varsovie tous les soirs. Voilà. Donc, il y a plusieurs sites comme ça où on peut contribuer financièrement. Est-ce que, question crédule, est-ce que envoyer des messages à l'ambassade, ça vaut le coup ou pas du tout? Ah oui, pour leur faire pression. Mais moi, j'ai l'impression parce que tu sais, quand je parlais à la radio, et à chaque fois que je parle à la radio de ces organisations, à la radio ou ailleurs, j'ai l'impression que de ces organisations d'extrémistes religieux, j'ai l'impression que c'est comme si je parlais d'une théorie complotiste. On ne me prend pas au sérieux, tu vois. Essayer de faire une campagne d'information sur ça auprès des Européens, parce que les Polonais le savent. Entendu. Donc, tout renseignement particulier, on est preneur. Et puis, on va continuer de suivre ça, puisque il n'y a pas un jour ou pas une semaine, en tout cas, sans manifestation gigantesque. Tu parlais de la fanfare qui traverse Varsovie. Mais on voit bien qu'on est là sur un sujet qui, est brûlant, sur une mobilisation qui est puissante, donc qui ne va pas s'essouffler comme ça, et y compris avec une situation politique bloquée, ou en tout cas un peu volatile, parce qu'il y a l'arme économique enfin, une situation économique qui est dégradée pour d'autres raisons. La raison, c'est la Covid, mais avec des répercussions derrière qui sont énormes, parce que c'est des répercussions sociales, enfin économiques et sociales, et que l'argent disparaissant des caisses, à un moment donné, cette espèce de politique clientéliste, elle va connaître un peu sa fin, ou en tout cas connaître des difficultés. Et donc, il y aura besoin aussi à un moment donné de trouver des réponses ailleurs. Merci à toi encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Rendez-vous la semaine prochaine avec l'ancien ministre des Affaires européennes de Roumanie, Victor Negrescu, qui a aussi été député européen, et pour nous parler des législatives à venir, puisqu'il vote le 6 décembre. Agnieszka, encore merci, et puis Merci à vous. à très vite.